suis morte à 34 ans en sachant exactement qui m'avait tuée. Pas avec un couteau, pas avec du poison, avec le silence des signatures et un sourire que j'avais fait confiance toute ma vie. La dernière chose que j'aille vue avant que tout s'efface, c'était le visage de ma mère, et elle ne pleurait pas. Elle regardait son téléphone, je ne sais pas quel dieu j'aille impressionné, ni quelle dette l'univers a décidé de rembourser. Tout ce que je sais, c'est ce que je me suis réveillée. De petites mains, de tout petits pieds, l'odeur de la même maison, le même papier peint, les mêmes voix dans la cuisine en bas. J'avais 6 ans à nouveau, et cette fois, je me souvenais de tout. De chaque mensonge, de chaque document falsifié dans mon dos, de chaque euro siphonné pendant qu'on me disait que j'étais aimée, de chaque porte doucement fermée pour s'assurer que je ne découvrirais jamais ce qu'ils avaient fait. J'étais allongée dans ce petit lit, les yeux fixés au plafond, et je me suis fait une seule promesse. Je ne pleurerai pas, je ne supplierai pas, je ne les préviendrai pas. Je reprendrai simplement tout ce qu'ils m'avaient volé, et je m'assurerai qu'ils me regardent le faire. Mais voilà ce qu'ils ne savaient pas encore, ce que j'avais construit dans ma première vie. Ce n'était rien comparé à ce que j'allais bâtir dans la seconde. Et la partie la plus dangereuse, je savais déjà exactement comment ils allaient essayer de m'arrêter. Si vous n'avez jamais entendu une histoire comme celle-là, abonnez-vous avant d'aller plus loin. Parce que ce qu'ils m'ont fait, vous ne le croirez pas avant d'avoir vu comment ça se termine. Le matin où je me suis réveillée Renée, j'ai fait quelque chose qu'aucun enfant de 6 ans ne devrait jamais faire. Je me suis assise, complètement immobile, et j'ai écouté les oiseaux, pas les dessins animés, j'écoutais les voix de mes parents qui montaient à travers le plancher. Basse, prudente, le genre de voix que les adultes utilisent quand ils pensent que personne d'important ne les entend. Il ne sera pas un problème cette fois non plus, dit ma mère. Mon père rit. Il rit vraiment, et en un instant, 28 ans de souvenirs enfouis s'écrasèrent dans ma poitrine de 6 ans comme un train de marchandises. Laissez-moi vous dire ce qu'ils m'ont pris dans ma première vie, parce que vous devez comprendre à quel point cette blessure est profonde. Mon grand-père avait tout construit. Une entreprise textile, 3 propriétés, et un compte d'investissement privé que mes parents ne m'ont jamais mentionné en grandissant. Il est mort quand j'avais 9 ans. J'ai pleuré pendant une semaine. Ma mère me tapotait le dos et me disait que le deuil était naturel. Ce qu'elle ne m'a pas dit, c'est qu'elle avait déjà rendu visite à son avocat, 2 fois, avant même qu'il soit enterré. Je n'ai appris l'existence de l'héritage, 26 ans. Un cousin éloigné, ivre à un mariage, s'était penché vers moi et avait dit « Tu sais que ton grand-père t'a tout laissé, non? » Pas à tes parents. À toi, j'avais ri, je ne l'avais pas cru, mais la pensée était restée, comme une écharde qu'on n'arrive pas tout à fait à atteindre. Alors j'avais commencé à poser des questions discrètes, de petites questions, rien qui puisse donner l'alarme. J'avais demandé une fois à ma mère, l'air désenvolte, presque ennuyée, si grand-père avait laissé un testament. Elle m'avait regardé droit dans les yeux et avait dit « Il n'avait pas grand-chose, ma chérie. Tu sais comment il était ?» Elle l'avait dit si naturellement, si chaleureusement, avec ce léger mouvement de tête que j'avais passé toute ma vie à confondre avec de l'amour. Je l'avais cru, j'étais retournée à ma vie. Mon petit appartement, mon travail sous-payé, mon budget serré qui ne semblait jamais s'étirer, peu importe mes efforts. Et mes parents, toujours là, toujours gentils, toujours présents, avec des plats cuisinés et des conseils et juste assez d'affection pour m'empêcher de regarder de trop près. C'était le piège, l'affection était la cage. À 30 ans, je n'avais rien. Ni économie, ni propriété, j'avais discrètement que signé un prêt pour l'urgence professionnelle de mon père, qui avait ruiné mon crédit pendant 4 ans. J'avais donné de l'argent à ma mère pour une facture médicale qui, je l'ai appris plus tard, n'avait jamais existé. Chaque fois que j'approchais d'une certaine stabilité, quelque chose me ramenait sous l'eau et je le laissais arriver parce que je les aimais. C'est la partie qui brûle encore large, pas les propriétés. Le fait que je leur ai tendu le couteau en appelant ça de la confiance. J'ai découvert la vérité 8 ans trop tard. Une lettre d'avocat était arrivée chez moi à mon nom. Réexpédiée depuis une ancienne adresse, retardée par des années d'erreurs administratives. Le testament original de mon grand-père. Mon nom, mon héritage, un chiffre qui m'avait fait trembler les mains. Et une note dans le dossier montrant que mes parents avaient contesté le testament en privé, présenté un avenant falsifié et reparti avec tout avant que je n'en sache jamais l'existence. Je les avais confrontés ce soir. La mère avait pleuré. Mon père était resté silencieux. Et quand je leur avais montré le document, ma mère m'avait regardé avec des yeux rouges et avait dit « On l'a fait pour toi. Tu étais trop jeune. On te protégeait. J'avais 34 ans. 3 mois plus tard, j'étais morte. Un accident de voiture un mardi pluvieux. Aucun témoin. Un tronçon de route que j'avais emprunté 100 fois. La police
T'avais appelé ça une tragédie. Moi, je l'appelais autrement. Et maintenant, allongée dans ce petit lit, 6 ans, les poumons remplis d'un air que je n'étais pas censée avoir à nouveau, je fixais le plafond et pensais à cette lettre d'avocat. Au testament, un l'avenant falsifié, il existait encore. Et cette fois, je savais exactement où il l'avait caché. Voilà quelque chose que personne ne vous dit sur le fait de renaître. Partie la plus difficile, n'est-ce pas, le petit corps? Ce ne sont pas les dents de lait, ni la boîte à lunch avec des dessins animés, ni le fait d'être porté quand on n'en a pas envie. La partie la plus difficile, c'est de regarder le visage de sa mère, doux, souriant, vous appelant ma chérie, et de savoir exactement ce dont elle est capable, et de lui sourire quand même. Parce que la première règle de ma deuxième vie était simple, ne jamais leur laisser savoir que je me souvenais. J'avais 6 ans, pas d'argent, aucune légitimité juridique, aucune voix qu'un adulte prendrait au sérieux. Si je dévoilais mon jeu trop tôt, ils s'adapteraient. Ils étaient doués pour s'adapter. Je les avais regardés le faire pendant toute ma première vie. Se réajuster, recadrer, sourire. Alors je suis devenue l'enfant parfaite. Je riais à leurs blagues, je les serrais dans mes bras au bon moment. Je posais des questions innocentes sur l'école et les dessins animés et si on pouvait avoir un chien un jour. Je jouais l'enfance comme si c'était le rôle le plus important de ma vie. Parce que scène était en un, mais sous cette performance, je travaillais. L'avenant du testament falsifié. Je savais exactement où il était. Dans ma première vie, je l'avais trouvé trop tard, caché à l'intérieur d'un livre évidé sur la 3e étagère du bureau de mon père. Un épais grand livre vert qui ressemblait à un ennuyeux journal comptable. Personne n'ouvre les ennuyeux journaux comptables. Il me fallait accéder à ce bureau. L'occasion s'est présentée un dimanche après-midi, 3 semaines après ma renaissance. Mon père était parti au magasin de bricolage. Ma mère était au téléphone dans la cuisine. L'un de ces longs appels dramatiques avec sa sœur qui pouvaient durer 40 minutes minimum. Je me suis glissée à l'étage. Le bureau sentait exactement comme je m'en souvenais. Vieux papier et café froid. Je n'ai pas couru. Courir fait du bruit. J'aille marcher jusqu'à l'étagère, compter depuis la gauche. 1, 2, 3. Et j'aille sorti le grand livre vert. Il était là, l'avenant, des signatures falsifiées. Un faux tampon de notaire qu'ils avaient visiblement payé quelqu'un pour produire. Et en dessous, quelque chose que je n'avais jamais vu dans ma première vie. Quelque chose de nouveau. Un second document, une police d'assurance vie, souscrite à mon nom, bénéficiaire. Mes 2 parents, datés 2 ans avant ma mort, me tenaient là dans ce bureau, 6 ans, tenant entre mes mains la preuve que mes parents ne m'avaient pas seulement volé, ils avaient planifié ma mort. Mes mains ne tremblaient pas. Cela m'a surprise dans ma première vie, quand j'avais trouvé le testament. Mes mains tremblaient tellement que j'avais fait tomber les papiers 2 fois. Cette fois, je ressentais quelque chose de plus froid que le choc, quelque chose de plus silencieux, quelque chose qui s'installait dans ma poitrine comme du béton en train de durcir. J'ai remis le grand livre exactement comme je l'avais trouvé. J'ai redressé l'étagère. Je suis redescendue, me suis assise sur le sol du salon et j'ai commencé à colorier un dessin d'arc-en-ciel pour ma mère. Elle est entrée 20 minutes plus tard, encore au téléphone, m'a regardée et a articulé silencieusement trop mignonne. Je lui ai souri et j'ai ajouté plus de jaune au soleil. Et voilà le retournement auquel je ne m'attendais pas. La chose qui a changé tout mon plan en un seul instant. Ce soir-là, mon oncle est venu dîner. Le frère cadet de mon père, celui que j'avais à peine connu dans ma première vie. Silencieux, distant, toujours en marge des événements familiaux comme s'il n'y avait pas tout à fait sa place. Il s'est assis en face de moi à table et quand nos yeux se sont croisés, quelque chose d'étrange a traversé son visage. Pas de la chaleur, pas le sourire adulte habituel et performatif. La reconnaissance, il me regardait comme on regarde quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à revoir. Puis il a regardé mon père, puis de nouveau vers moi, et très doucement, presque pour lui-même, il a dit « Elle a les yeux de son grand-père ». La table s'est tue complètement, la fourchette de ma mère s'est immobilisée. Mon père a posé son verre lentement. Et j'ai réalisé, pour la première fois, que je n'étais pas la seule à cette table à cacher quelque chose. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Non pas parce que j'avais peur, parce que je recalculais tout. Mon oncle s'appelait Raymond. Dans ma première vie, il était venu à mes funérailles, s'était tenu au dernier rang, et était parti avant que quiconque puisse lui parler. J'avais toujours pensé qu'il était simplement maladroit, réservé, le genre d'homme qui ne supporte pas bien les émotions. Mais ce regard à table n'était pas de la maladresse, c'était de la culpabilité. J'ai commencé à observer Raymond comme j'avais appris à tout observer dans cette deuxième vie, silencieusement, attentivement, depuis une distance qui ressemblait à de l'innocence. Au cours des semaines suivantes, il est venu 2 fois de plus. Chaque fois, lui et mon père disparaissaient dans le bureau ensemble, les voix basses, la porte fermée, le genre de conversation qui s'arrête net dès qu'un enfant passe dans le couloir.
Et je n'étais pas n'importe quel enfant. À sa troisième visite, j'ai fait quelque chose de calculé. Je suis entrée dans la cuisine où ma mère faisait semblant d'être occupée et j'ai demandé, assez fort pour porter jusqu'au couloir, « Maman, pourquoi oncle Raymond a l'air triste tout le temps? » Le bureau s'est tu. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Mon père est sorti en souriant trop largement et a dit, « Oncle Raymond n'est pas triste, ma chérie? » Il est juste fatigué. Raymond se tenait juste derrière lui quand mon père s'est détourné. Raymond m'a regardé avec une expression à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Il avait l'air soulagé, comme si ma question lui avait donné la permission de ressentir quelque chose qu'il avait réprimé depuis des années. J'ai classé ça dans ma mémoire et j'ai attendu. La vérité est venue plus vite que prévu. 2 semaines plus tard, j'étais censée faire la sieste. À la place, j'étais assise en haut des escaliers dans l'obscurité, à écouter, comme je m'étais entraînée à le faire. Raymond et mon père étaient au salon. Ma mère s'était couchée tôt. Et Raymond, silencieux, distant, coupable, Raymond a finalement craqué. « Je ne peux plus continuer comme ça », a-t-il dit. « Reste une enfant, elle ressemble exactement à papa. Chaque fois que je la regarde, je pense à ce qu'on a fait. » La voix de mon père a pris un ton tranchant et froid. Un ton que j'ai reconnu immédiatement. Le ton qu'il n'utilisait que quand la performance était terminée et que l'homme réel en dessous remontait à la surface. Ce qu'on a fait, tu as signé les mêmes papiers que moi, Ray. Tu m'avais dit qu'elle serait prise en charge. Tu m'avais dit que l'argent lui reviendrait à ses 30 ans. C'était le deal, les plans changent, elle est morte, Marc. Silence, un silence lourd, étouffant. Puis mon père a dit, et je n'oublierai jamais cela de ma vie entière. Dans l'une ou l'autre de mes vies, les accidents arrivent. On n'avait pas prévu cette partie-là. J'ai appuyé mon dos contre le mur et j'ai respiré par le nez. Lentement, calmement, on n'avait pas prévu cette partie-là. Ce qui signifiait qu'ils avaient prévu d'autres parties. La voix de Raymond cesse de briser. Le versement de l'assurance, le testament, la propriété, je veux m'en sortir, je veux que mon nom soit retiré de tout ça. Ton nom est déjà enterré. Calme-toi. Je ne suis pas calme. Marc, je n'ai pas dormi depuis 2 ans. Prends un cachet et rentre chez toi. J'ai entendu Raymond se lever. Ses clés et la porte d'entrée s'ouvrir puis se fermer. Je me suis assise dans l'obscurité en haut de cet escalier et j'ai laissé tout se réorganiser dans mon esprit. Raymond n'avait pas été un oncle distant. Il avait été un complice qui avait perdu courage. Il avait signé les documents falsifiés. Il avait pris une part. Et maintenant, assis en face de moi à table, me regardant colorier des arcs-en-ciel, me regarder rire devant des dessins animés. Sa conscience le dévorait vivant. Cela le rendait dangereux. Mais cela le rendait aussi utile. Parce que voilà, ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette maison ne savait. J'avais un testament de mon grand-père qui précédait chaque document falsifié qu'ils avaient jamais créé. Raymond venait de me dire exactement là où sa loyauté commençait à se fissurer. Il me suffisait d'une légère poussée. J'avais 8 ans quand j'ai fait mon premier geste. Pas dramatique, pas bruyant. Juste un papier plié glissé sous l'essuie-glace de la voiture de Raymond un dimanche matin pendant que mon père était à l'intérieur en train de faire du café et que ma mère était à l'église en train de pratiquer son rituel hebdomadaire d'innocence. Le mot avait 4 mots dessus. Je sais tout. Aucun nom, aucune menace. Juste 4 mots et le numéro de dossier spécifique du testament original de mon grand-père. Un numéro qui n'existait que dans des documents juridiques que Raymond pensait enterrer pour tout. Je l'ai regardé depuis la fenêtre de l'étage pendant qu'il le lisait. Il est resté complètement immobile pendant 30 secondes, puis il a levé les yeux vers la maison, scrutant les fenêtres, scrutant la cour, le visage couleur de vieille cendre. Il n'est pas rentré pour le petit déjeuner ce matin-là. Il est parti en voiture et n'est pas revenu pendant 6 semaines. J'ai bien utilisé ces 6 semaines. J'avais passé 2 ans à étudier discrètement les habitudes de mon père. Quel tiroir il fermait à clé, quels appels il prenait dehors, quels fichiers il transférait de sa mallette à l'étagère du bureau quand il pensait que la maison était vide. Je connaissais son emploi du temps mieux qu'il ne le connaissait lui-même. Ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de quelqu'un à l'extérieur. Dans ma première vie, j'avais une amie, Denise, vive, loyale, le genre de femme qui devenait auxiliaire juridique et passait 15 ans à classer des documents que d'autres personnes avaient peur de toucher. Dans ma première vie, j'avais laissé cette amitié s'éteindre. Trop occupée, trop confiante envers les mauvaises personnes. Denise avait essayé une fois de me mettre en garde contre mes parents et j'avais changé de sujet. Cette fois, je n'allais changer aucun sujet. J'avais 8 ans. Denise était une adolescente qui habitait 3 rues plus loin. Déjà le genre de fille qui lisait des livres pour adultes et se disputait avec les professeurs sur le droit des contrats. J'avais commencé à lui parler comme les enfants intelligents parlent aux grands qu'ils veulent impressionner. Avec soin, avec juste assez d'intelligence inhabituelle pour l'intriguer. À 9 ans,
Elle me considérait comme sa petite voisine, étrange et brillante. À 10 ans, je lui avais dit assez. Présenté comme une histoire sur la famille d'une amie pour qu'elle ait discrètement extrait les registres publics des immatriculations commerciales de mon père. Ce qu'elle a trouvé l'a amené à m'appeler immédiatement. Bon, ce n'est-ce pas à propos d'une amie, a-t-elle dit platement. C'est ta famille, je n'ai pas nié. Elle est restée silencieuse un moment. Depuis combien de temps, tu sais? Assez longtemps, ai-je dit. Elle a extrait 3 autres documents au cours des 2 semaines suivantes. Des transferts, des comptes écrans, une propriété au nom de mon grand-père qui avait été discrètement cédée à mon père 11 jours après les funérailles, avant que le testament contesté soit jamais formellement résolu. Illégal, complètement illégal. Et maintenant, documenté. Mais voilà où tout s'est ouvert d'une manière que même je n'avais pas prédit. Raymond est revenu. Il s'est présenté un mardi soir en ayant l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 6 semaines parce qu'il ne l'avait vraiment pas fait. Il a demandé à parler à mon père en privé. Je m'étais assise à la table de cuisine en faisant semblant de faire mes devoirs. 20 minutes plus tard, Raymond est sorti de ce bureau avec les mains qui tremblaient. Mon père l'a suivi jusqu'à la porte, la voix basse et contrôlée. Tu dis un mot à qui que ce soit et je ferai en sorte que chaque document porte ton nom plus fort que le mien. Tu comprends? Raymond est parti sans répondre. Mon père s'est retourné et m'a surprise en train de le regarder. Pendant une longue seconde, nous nous sommes simplement regardés. Ses yeux ont fait quelque chose que je ne les avais jamais vus faire auparavant. Ni dans cette vie, ni dans l'autre. Ils ont vacillé, juste un instant, juste assez longtemps. Il a souri de son sourire habituel et a dit « Les devoirs sont faits, ma chérie. » Presque, ai-je dit. J'ai baissé les yeux vers mon cahier. Et dans la marge de mes devoirs de mathématiques, en petites lettres soigneuses que personne ne remarquerait, j'avais déjà écrit le nom du juge qui avait déposé à l'origine le testament de mon grand-père. J'avais déjà écrit la date de notre rendez-vous. J'avais 10 ans et je venais de programmer la réunion qui allait détruire tout l'empire de mon père. Il ne le savait pas encore. Le matin du rendez-vous, j'ai mis mon uniforme scolaire. Denise est venue me chercher au coin de la rue à 2 pâtés de maison de chez moi à 7h15. Elle avait pris une demi-journée de son cours de préparation universitaire et avait dit à sa mère qu'elle aidait une amie. Ce qui était vrai. Juste pas le genre d'aide que quiconque aurait imaginé. Je portais un dossier. À l'intérieur de ce dossier se trouvait le numéro de dossier du testament originel. Les documents de transfert de propriété datés 11 jours après les funérailles de mon grand-père. L'avenant falsifié photographié soigneusement sur le téléphone de Denise et imprimé à la bibliothèque. La police d'assurance vie souscrite à mon nom avec mes 2 parents listés comme bénéficiaires et le nom complet de Raymond sur chaque document co-signé, exactement là où mon père lui avait promis qu'il était enterré. Le juge Aaron Moreau avait géré la succession de mon grand-père à l'origine. Il avait 71 ans, semi-retraité. Selon les recherches de Denise, avait signalé une irrégularité dans le dépôt de l'avenant 12 ans auparavant et avait été formellement débouté par une technicité de procédure avec laquelle il n'avait jamais été d'accord. Il se souvenait du dossier quand son assistante nous a introduites dans son bureau privé et qu'il a vu le dossier que Jai posé sur son bureau. Quand il a vu le numéro de dossier original écrit de la main soignée d'une enfant de 10 ans, il m'a regardé par-dessus ses lunettes pendant un long moment. Qui vous a aidé à trouver ça? A-t-il demandé? J'ai trouvé les documents moi-même et je dis. Denise m'a aidé à comprendre ce qu'ils signifiaient juridiquement. Il a regardé Denise, puis de nouveau vers moi. Quel âge avez-vous? 10 ans. Et je dis. Mais les documents ont bon âge. Ils ont 12 ans et ils sont falsifiés. Il a ouvert le dossier. La pièce est devenue très silencieuse. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé plus vite que je ne l'espérais et plus lentement que je ne le méritais. Le juge Moreau a contacté le barreau dans les 48 heures. Une enquête officielle pour fraude a été ouverte discrètement. Le genre qui ne fait pas de bruit jusqu'à ce qu'il soit prêt à faire un très grand bruit d'un seul coup. L'associé commercial de mon père a été interrogé. 3 actes de propriété ont été gelés. Le compte écran que Denise avait trouvé a été signalé par un enquêteur financier qui cherchait apparemment exactement ce fil pour une affaire sans rapport. Raymond a coopéré pleinement dans la première semaine. J'avais presque eu pitié de lui. Presque, il a appelé chez nous la nuit, avant que mon père reçoive officiellement sa convocation. Et je l'ai entendu à travers le haut-parleur du téléphone, à voix complètement effondrée, dire « Je t'avais dit il y a des années que ça finirait par te rattraper. Je t'avais dit, mon père lui a dit qu'il était un lâche et a raccroché. 2 jours plus tard, des enquêteurs fédéraux ont frappé à notre porte d'entrée à 6 heures du matin. J'étais dans la cuisine en train de manger des céréales. Ma mère est descendue en robe de chambre, a vu les badges et a saisi le chambranle de la porte comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Mon père est apparu derrière elle,
Costume déjà mis, toujours préparé, toujours en représentation, et pendant un seul instant, ses yeux sont allés directement vers moi, pas vers les enquêteurs, vers moi. Et je l'ai regardé en retour, avec le même calme que je m'étais entraînée à avoir pendant 4 ans, et j'ai pris une autre cuillerée de céréales. Son visage a changé complètement, chaque couche construite. La chaleur, l'autorité, le sourire soigné, cessent dissoutes d'un seul coup. Ce qui restait en dessous était quelque chose de brut, de petite et de profondément effrayant. Il m'avait enfin vu, pas l'enfant, pas la performance. Moi, trop tard, ma mère pleurait en quelques minutes. Le vrai genre cette fois, pas les larmes douces et travaillées qu'elle utilisait pour gérer les situations. C'était les larmes de quelqu'un qui regardait chaque mur soigneusement, construit s'effondrer simultanément. Elle cesse tourner vers moi à un moment, désespérée, tendant la main. Ma chérie, dis-leur que tu ne comprends pas de quoi il s'agit. J'aille doucement poser ma cuillère. Je comprends exactement de quoi il s'agit et je dis. Ce furent les derniers mots que j'aille prononcer dans cette maison. Les propriétés ont été récupérées, le testament original a été rétabli. Le nom de mon grand-père a été restauré sur chaque document dont mes parents l'avaient discrètement effacé. L'héritage, en totalité, a été placé sur un compte juridique protégé à mon nom jusqu'à mes 18 ans. Raymond a perdu sa licence et a passé 2 ans en détention à sécurité minimale. Mes parents ont tout perdu, pas seulement l'âge, la réputation, le respect de la communauté qu'ils avaient construit comme une seconde religion. Les voisins qui les admiraient, les amis de l'église qui leur faisaient confiance. L'image soigneusement entretenue des parents dévoués et aimants. Disparu. Publiquement, définitivement, complètement disparu. Ma mère m'a écrit une lettre quand j'avais 16 ans. 3 pages. Le mot « désolé » apparaissait 11 fois. J'ai compté. Je n'ai jamais répondu, non pas parce que j'étais encore en colère. J'avais cessé d'être en colère quelque part autour de mes 12 ans, quand j'avais réalisé que la colère vous garde lié aux personnes qui vous ont blessé. John avait fini d'être lié à eux. J'avais 17 ans quand j'ai visité la tombe de mon grand-père pour la première fois dans cette vie. J'ai apporté des fleurs, des jaunes, ses préférés. Je me suis assise dans l'herbe pendant longtemps et j'ai simplement respiré. Personne n'avait volé ma vie cette fois. Personne ne s'était tenu au-dessus de mon cercueil en regardant son téléphone. J'étais vivante, j'étais libre. Et tout ce que mon grand-père avait construit de ses propres mains était en sécurité, m'attendant exactement comme il l'avait toujours voulu. Certaines personnes passent toute leur vie à attendre la justice. Moi, j'ai eu une seconde chance pour aller la chercher moi-même. Et je n'ai pas gâché un seul jour.